Salut les pirates. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1065 de One Piece. Le combat entre les Mugiwara et un Séraphin, le secret de la technologie du Dr Vegapunk et son lien au royaume disparu. On va parler de tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le titre du chapitre est les 6 Vegapunk, en référence au fait que c'est dans ce chapitre qu'on aura officiellement rencontré toutes les versions du Docteur qui nous avaient été présentées par Lilith. La cover page, quant à elle, est à l'honneur du film Red et au thème d'Halloween, où on peut voir tous les personnages importants qui, pendant le film Red, ont contribué à la défaite de l'antagoniste. On voit les membres de l'équipage de Shanks, les Mugiwara, des membres de la marine comme Koby ou El Mepo, et même des pirates de Big Mom comme Oven et Katakuri. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle cover avec des personnages qu'on aime, donc on apprécie. Bon, maintenant on passe au chapitre. Alors, déjà ce dernier commence avec Zoro et Brook qui montent la garde au niveau du Sunny. On les voit en présence de Caribou, qui je rappelle est sur le navire depuis le départ de Wano. Et du coup, on a juste une brève interaction entre eux où Zoro le remercie d'avoir aidé Luffy à Wano, mais lui demande de descendre du Sunny, ce que j'ai trouvé assez drôle étant donné que c'est l'un des endroits les plus dangereux pour laisser errer un pirate, ce qui est d'ailleurs un point que même Zoro a soulevé. Je pense qu'un autre détail important est qu'on sait que Caribou est en communication avec une certaine personne depuis la fin de Wano, donc le laisser sur cette île pourrait signifier le laisser découvrir des secrets et lui donner l'opportunité de les communiquer à cette personne. Donc je pense que c'est un peu pour développer cette énigme qu'Oda a décidé que Caribou devait descendre sur cette île. Mais voilà, l'interaction n'est pas plus longue que ça, étant donné qu'on va passer au groupe de Sanji plutôt vite. On les voit donc accompagner Lilith en direction du labo et on les voit découvrir certaines des technologies qui sont disponibles sur l'île. On apprend aussi certains faits, comme celui que l'île fonctionne avec le feu comme source d'énergie. Donc, après avoir marché un peu dans la partie supérieure de l'île, ils arrivent enfin au niveau du laboratoire. Mais la visite ne va pas vraiment se passer comme prévu. Un nouveau Séraphin, cette fois à l'image de Jinbei, va faire son apparition et attaquer les Mugiwara. Évidemment, c'est la première fois qu'ils voient un Séraphin, donc on les voit s'interroger sur sa ressemblance à Jinbei. Mais très vite, ils vont se rendre compte que c'est un nouveau modèle de pacifista quand il va commencer à tirer au laser. Donc, il y a un affrontement qui va suivre entre eux et on verra que les Séraphins ont des capacités bien plus poussées que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Apparemment, suite à la défaite et à la capture de l'équipage de Doflamingo, le gouvernement aurait utilisé Senior Pink comme cobaye de la même manière que Kaido, afin de dupliquer son fruit du démon, parce que ce Séraphin possède le fruit de la nage et on le voit l'utiliser. Mais ce n'est pas tout, étant donné qu'il a aussi la capacité d'utiliser le karaté des hommes poissons, ce qui est pour moi le plus surprenant. Il bouge aussi de manière bien plus humaine et a des réactions émotives différentes des anciens pacifistas, ce qui amène à quelque chose qu'Edison a précisé pendant le combat. Quand Franky a utilisé son laser, il a dit que le Séraphin n'était pas prêt pour ça parce qu'il était toujours un enfant. C'est une information qui pourrait complètement changer tout ce qu'on sait au sujet des Séraphins. Est-ce qu'il faisait seulement référence à son niveau de maturité ou est-ce qu'il parlait de son état de croissance physique en plus ? Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire non seulement qu'il y aurait une forme adulte des Séraphins, mais ça voudrait aussi dire que d'une manière, ils sont une forme de vie à part entière, ce qui expliquerait la manière de combattre et les expressions du Séraphin. Une théorie qui est renforcée par l'utilisation du karaté des hommes poissons qu'il possède. Est-ce que Vegapunk aurait percé le secret scientifique derrière cette technique ou est-ce que le Séraphin fonctionne vraiment comme un homme poisson ? Après tout, pour lui greffer l'ADN d'un Lunaria, il aurait fallu déjà qu'il possède un génome. Donc, est-ce que Vegapunk, qui était dans les Mals à l'époque, se serait inspiré des techniques de clonage de Judge Vinsmoke
en plus de se servir de son expérience avec Kuma et aurait réussi à créer une nouvelle forme de vie, ce serait complètement fou, mais je pense que c'est une possibilité à laquelle on doit être prêt quand on parle du plus grand génie du monde de One Piece. Donc vraiment, avec ce chapitre, énormément de questions sont soulevées et on voit que l'auteur semble avoir volontairement omis certains détails sur les séraphins. Mais ça voudrait aussi dire qu'on a encore beaucoup à en apprendre sur eux et qu'ils pourraient être bien plus forts qu'ils le sont déjà. Donc, on est pressé de voir comment ils seront après avoir atteint leur plein potentiel, mais aussi de découvrir la science derrière leur création. Maintenant, pour revenir au chapitre, pendant le combat, on va aussi rencontrer les dernières versions de Vegapunk restantes. Déjà, Edison, représentant le flair, était celui qui manipulait, ou plutôt surveillait l'attaque du Séraphin pour recueillir plus de données de combat. Ensuite, on rencontre Pythagore, un robot géant représentant la sagesse, qui est celui chargé par Edison d'analyser les données de combat. D'ailleurs, Edison est tout comme lui un robot, mais qui au contraire est de très petite taille. On aura aussi York, une femme représentant le désir. De ce que je comprends, elle semble être chargée de se nourrir, d'aller aux toilettes et même de dormir à la place des autres Vegapunk, ce qui leur permet d'avoir plus de temps pour être productifs dans leurs recherches, en s'occupant des besoins naturels de tous les Vegapunk. Et après elle, en dernier, viendra Shaka, représentant la logique, qui va être celui à arrêter l'attaque du pacifista et qui va immobiliser les Mugiwara grâce à la technologie présente dans leurs chaussures, qui peuvent être désactivées magnétiquement à tout moment, ce qui est une stratégie que le docteur a mis en place en tant que mesure de sécurité due à sa méfiance vis-à-vis de certains pirates. Mais bon, on dirait qu'il a cerné les Mugiwara et qu'il baisse sa garde, étant donné qu'il va leur confier un secret important qui va marquer le chapitre. L'île d'Egged n'est pas l'île du futur, mais en réalité celle du passé. Selon lui, la technologie de cette île est semblable à celle d'une civilisation présente dans un royaume ayant existé il y a 900 ans. On remarque bien sûr qu'il part de la civilisation présente lors du siècle oublié, mais ça pose aussi la question de comment est-ce qu'il est au courant de ça. Est-ce qu'il serait tombé sur des informations concernant le siècle oublié? Est-ce que Vegapunk a choisi cette île comme base parce que c'était une partie de l'ancien royaume et qu'il a voulu rechercher la science de leur technologie qu'elle abritait pour ensuite l'utiliser pour ses propres inventions? Il semble très possible que cette île soit en quelque sorte un vestige de l'ancien royaume, étant donné que le groupe de Luffy va en fin de chapitre trouver un ancien robot rouillé qui semble dater de cette époque. Grosse révélation de Vegapunk. Donc, est-ce que c'est pour ces connaissances-là que le Cypher Paul veut assassiner Vegapunk? Je pense qu'entre ça et les connaissances qu'il a sur les armes militaires du gouvernement, étant donné qu'il est celui qui les a créées, font de lui une trop grande menace pour le gouvernement et pourrait être la base du raisonnement derrière la mission d'assassinat du CP0. Voilà, c'est là où le chapitre se termine. En tout cas, je suis vraiment pressé que le prochain sorte. Pas de pause la semaine prochaine, donc j'espère que les révélations sur le siècle oublié continueront, parce que quand même, ça fait longtemps qu'on attend plus de révélations sur le siècle oublié. C'est pour ça que je trouve que c'était vraiment un bon chapitre. Du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez aimé? Quelles pourraient être les intentions de l'auteur avec la situation de Caribou? Comment est-ce que Vegapunk est au courant de la technologie du siècle oublié? Comment est-ce que le Séraphim de Jinbei peut utiliser le karaté des hommes-poissons et pourquoi Edison l'a qualifié d'enfant? Et enfin, quelles sont vos théories sur le siècle oublié? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller voir notre deuxième chaîne Manga Monde Off, on fait des reviews des épisodes de Bleach et on va bientôt rajouter d'autres mangas comme Black Clover, Hunter x Hunter, etc. Je vous laisse le lien en description pour les intéressés. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.